Dans cette cinquième partie, on va apprendre à améliorer la délivrabilité de nos campagnes. Commençons par découvrir pourquoi est-ce que nos emails vont des fois dans les spams. Alors, on doit commencer par identifier un spam. Alors, il aurait été difficile de rédiger un cours sur l'emailing sans aborder un point complexe lorsque l'on désire envoyer des emails en masse, la délivrabilité. Alors, la délivrabilité, c'est la science ou l'art de délivrer un email en boîte de réception et non en boîte de spam. Alors, comme nous allons le voir dans un instant, cela reste un défi important et vous en avez toutes les clés normalement. Alors, on a dit qu'on va commencer par identifier un spam. Alors, commençons par la loi tout d'abord. La première approche est légale. Comme on l'a vu dans la première partie de cette formation, alors le concept de permission est central lorsque l'on envoie des emails. Au regard de la loi, spam peut donc être considéré comme un message envoyé sans la permission du destinataire. Il reste toutes les exceptions, bien sûr, et les différences d'un pays à l'autre, mais l'idée globale est la même. Alors, il y a plusieurs approches permettant de comprendre ce qu'est un spam. On a tout d'abord la perception du destinataire. Alors, la perception du destinataire du destinataire, c'est l'approche qui a largement le plus d'importance en délivrabilité. Alors, vous, moi et l'ensemble des destinataires d'emails, on a tous, à un moment ou à un autre, été irrités par un email parce que celui-ci n'est pas arrivé au bon moment, parce que le message était à côté de la plaque, ou parce qu'on a jugé qu'il était agressif parce qu'on en reçoit trop. Et ça nous arrive avec plusieurs sites internet ou plusieurs marques. Ça nous arrive donc qu'on s'inscrive à leur newsletter, mais après, bon, on voit que ça en fait trop quand même et on a automatiquement envie de se désabonner ou qu'on arrive à supprimer même les emails chaque jour sans même les lire. Alors, cette notion d'irritation est absolument centrale. Ce que les filtres anti-spam tentent de faire, c'est justement de comprendre et de deviner si les messages d'un annonceur sont jugés ou non irritants par les destinataires. C'est pourquoi il faut lutter contre le spam. Alors, si on veut comprendre comment fonctionne la lutte anti-spam et aussi pourquoi il vous concerne, même si vous pensez avoir de bonnes pratiques, il faut comprendre pourquoi il est devenu extrêmement important de lutter contre le spam. Alors, ces dernières années, on estime que la proportion de spam par rapport au nombre total d'emails qui s'échangent est d'environ 40%, voire l'étude qu'on va voir tout de suite. Alors voilà, ceci avec des fluctuations très importantes d'un mois à l'autre. Et on peut remarquer que l'on revient de très loin à l'âge d'or du spam, entre ici 2017 et 2018. Alors on était à plus de 80%, comme vous pouvez voir, à plus de 80% donc de spam. Alors stocker ce spam coûte cher, bien sûr. Lutter contre ce spam pour qu'il n'envahisse pas les boîtes email des individus et des entreprises coûte encore très très cher.
Alors, il faut donc assimiler le défi des messageries et le concept de Greymail. Si l'on devait définir une échelle de la respectabilité de l'email, on aurait d'un côté les emails interpersonnels, ce que vous et moi échangeons avec notre famille, nos amis, nos collègues aussi. Alors l'administration aussi. Alors de l'autre côté de l'échelle, on trouverait les messages criminels comme les phishing, les extorsions, les arnaques, les produits illégaux, etc. Les emails commerciaux, dans ce cas, se trouvent à la croisée des chemins. Et l'objectif des messageries est double. Tout d'abord, on a un objectif de se protéger pour ne rien avoir à se reprocher. Les emails criminels. Deuxième objectif, c'est rendre leur messagerie exempte de toutes ou de tous irritants pour leurs utilisateurs. Alors, pour cette raison, les filtres vont bien plus loin que la simple définition légale du spam et vont travailler sur la dimension irritation. Alors, certains, dans VadSecure, dont on reparlera plus loin, ont inventé la notion de grey mail. Donc, le Gmail, ce sont tous ou tous les messages commerciaux et publicitaires qui ne sont pas vraiment du spam, mais qui ne sont pas toujours désirés par les destinataires. Ces messages, en fonction de leur réputation, notion que nous verrons au chapitre suivant, finiront en spam, tantôt en boîte de réception ou de plus en plus souvent dans une boîte dédiée aux messages commerciaux et moins prioritaires. Ce traitement particulier des emails commerciaux constitue un grand défi pour les entreprises, puisque l'on estime qu'environ 20% des messages dits légitimes finissent leur course en spam ou sont tout simplement perdus. Ici, on peut voir sur cette slide, donc ces barres, on a en violet les messages arrivant en boîte de messagerie. La partie jaune représente donc ceux où les messages arrivant en boîte de spam et en rouge ceux disparus complètement. Et donc, pour résumer ce chapitre, on a dit ou on a vu ensemble que tout d'abord, la délivrabilité est l'art de livrer un email en boîte de réception plutôt qu'en boîte spam. Deuxièmement, qu'un spam peut être défini par la loi, mais correspond surtout à la perception qu'en a le destinataire. Troisièmement, le spam est devenu un problème majeur du monde digital. C'est pourquoi une lutte acharnée a lieu contre lui. Alors, le message, comme quatrième point, donc le message ou les messages commerciaux se trouvent à la frontière des deux mondes et tombent parfois en spam aussi. Et dans le prochain chapitre, nous verrons la notion de réputation qui est absolument centrale pour prendre la délivrabilité. Donc, prenons en compte votre réputation. Commençons par identifier les éléments
influençant votre réputation. Alors, nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Alors, les messageries ont pour objectif de rendre les messageries exemptes de toute irritation ou tous irritants plutôt pour les destinataires des messages. Elles vont donc utiliser tous les indices disponibles permettant de comprendre quels sont les messages dangereux et ou irritants. Alors, ces indices vont leur permettre de construire des scores de réputation. Ces scores de réputation sont construits soit directement par les messageries, soit par des sociétés spécialisées dans la lutte anti-spam. Il est important d'avoir en tête que chaque acteur a sa propre recette pour construire votre réputation d'expéditeur. Alors, comme la vie réelle ou comme dans la vie réelle, cette réputation vous colle à la peau, c'est-à-dire qu'elle est historisée. Donc, vos actions passées, bonnes ou mauvaises, vont continuer à vous suivre et comme dans la vie réelle encore, il est plus facile de perdre sa bonne réputation que de la construire. Donc, comme on a dit, on va commencer par identifier les éléments influençant votre réputation. Alors, comme on vient de dire, la réputation est construite différemment par chaque messagerie et par chaque filtre anti-spam. D'ailleurs, bien souvent, pour chaque messagerie, vous aurez plusieurs réputations. Premièrement, sur vos adresses IP d'envoi. Deuxièmement, sur vos noms de domaine. Et troisièmement, donc l'empreinte de vos emails. On va expliquer chaque point à part, commençant par donc, les adresses IP d'envoi. Alors, les adresses IP d'envoi, ce sont les adresses physiques de votre serveur d'envoi d'email. Concernant le nom de domaine, donc bien que ce soit le nom de domaine de l'adresse email, l'expédition de vos messages, ou encore les noms de domaine contenus dans vos emails, hébergement des images, liens, etc. Troisième point, l'empreinte de vos emails. Alors, les filtres anti-spam ont maintenant les moyens d'identifier l'empreinte d'une campagne email, c'est-à-dire de reconnaître un message similaire lorsqu'il est envoyé depuis plusieurs environnements différents et de suivre même sa réputation. On va voir tout d'abord les signaux universels de la réputation. Alors, comme on vient de le voir, les messageries utilisent les indices qui peuvent se présenter à eux afin de définir si un message est désiré ou non. On peut classer ces indices en deux grandes catégories. Tout d'abord, les indices universels, utilisés par presque tous les systèmes anti-spam et les messageries. Et deuxièmement, les indicateurs comportementaux que nous allons voir dans un instant. Alors, le premier, donc, comme on a vu, indicateur comportemental, on a les plaintes de spam. Et c'est sans doute le pire des signaux qu'on peut donc recevoir. Alors, on peut voir sur cette image que signaler un email avec la messagerie Gmail, c'est toujours possible. C'est une option qu'on a tous dans nos boîtes email. Donc, quand un destinataire décide de classer un message comme étant un spam,
Les conséquences sont importantes pour la délivrabilité de l'expéditeur du message. Donc, si de nombreux destinataires génèrent une plaque spam, alors les conséquences sont désastreuses sans doute pour la marque ou pour la société. Puis, on a les adresses erronées. Donc, envoyer vos emails à de nombreuses adresses erronées prouve que vous avez une mauvaise hygiène de vos données, on va dire, ou que vous exploitez d'anciennes listes d'adresses email. Cela va avoir pour résultat des taux de bounce importants et un impact significatif sur votre réputation d'expéditeur. Oui, on a les spam traps. Alors, les spam traps, alors un spam trap ou piège à spam, en français bien sûr, est une adresse email utilisée par les messageries ou l'industrie anti-spam afin de piéger les spammers. Alors, les adresses spam trap peuvent avoir été créées de toutes pièces et ou disséminées sur Internet ou être d'anciennes adresses utilisées par des individus et abandonnées par ceux-ci. Alors, après plusieurs mois d'inactivité, bien sûr, les messageries peuvent recycler ces adresses abandonnées en spam traps. Et puis finalement, on a les signaux comportementaux. Alors, comme on a dit tout à l'heure, contrairement aux trois signaux universels qu'on a vus, donc les signaux comportementaux ne sont pas utilisés par toutes les messageries, soit parce que celles-ci ne sont pas très perfectionnées, soit parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'enregistrer ces signaux, soit, comme en France, parce que la législation ne permet pas de regarder ce que l'utilisateur fait dans sa boîte email. Et alors, sur le marché français, ce sont principalement les webmails américains qui seront concernés par ces pratiques. Et surtout Gmail et Microsoft qui représentent bien souvent au moins 50% des bases de données. Alors, quand on dit que les opérateurs utilisent tous les indices possibles, avec les signaux comportementaux, cela fait totalement sens. Dans les signaux comportementaux, on trouvera tout d'abord une ouverture, une suppression de l'email, un clic, un classement ou un tag, un transfert de l'email, une réponse à l'email ou une désinscription. Alors, pour donner un exemple concret, si une majorité de destinataires suppriment vos emails sans même avoir pris le temps de les ouvrir, c'est un signal fort que ceux-ci n'intéressent personne. Votre réputation en sera donc largement affectée. Et sur cette slide, donc, on peut voir les résultats. Donc, ici, on a en rouge les signaux négatifs et en vert les signaux positifs. Donc, en haut, on a les signaux universels et en bas,
les signaux comportementaux, ce qui forme la réputation, bien sûr, de la marque ou de la société en général. Deuxième partie de ce chapitre, on a le calcul de la réputation. Il est quand même possible d'avoir des informations sur votre niveau de réputation chez certains. Alors, on a par exemple Google Postmaster Tools. C'est un site qui vous permet de connaître le niveau de réputation de vos domaines et IP chez Gmail. Deuxième tool, on a Microsoft SNS. C'est un outil qui permet de connaître le niveau de réputation de vos IP chez Microsoft Hotmail cette fois-ci. Et finalement, on a le Send Score de Return Path qui permet d'avoir le score de réputation sur son du fournisseur de réputation Return Path. Alors, comme on l'a vu, il n'existe pas une réputation, mais parfois plusieurs scores générés par un seul opérateur. Il n'y a pas donc une réputation universelle qui vous permettrait de savoir où vous situez, bien où vous vous situez. Donc, si la plupart des messageries et des filtres anti-spam restent très secrets sur la réputation des expéditeurs. Troisième partie de ce chapitre concerne le travail de la réputation. Alors, si vous regardez attentivement le graphique récapitulatif présenté dans la slide précédente, voilà. Alors, nous sommes largement face à un défi marketing plutôt que technique. Donc, la délivrabilité se joue plus sur le terrain de la satisfaction et de l'engagement des destinataires sur la qualité de la plateforme d'envoi ou encore de la configuration technique. Et donc, pour résumer ce chapitre, on a vu que, premièrement, la réputation compte de comprendre si vos messages sont désirés par le destinataire. Deuxièmement, on a vu que la réputation vous suit, un historique de vos pratiques est conservé. Troisièmement, il existe des signaux universels comme les plaintes spam, le bounce ou les bounces, la fréquence et les spams. Quatrièmement, des signaux comportementaux comme les ouvertures, les clics, des inscriptions, réponses, transferts d'email, etc. Et finalement, on a vu qu'il faut travailler la réputation et puis que travailler la réputation, c'est travailler la satisfaction des destinataires. Alors, dans le chapitre suivant, nous verrons comment suivre votre délivrabilité et détecter les incidents. Alors, avant de tenter de mesurer votre délivrabilité, il peut être intéressant de comprendre ce que l'on cherche à découvrir derrière ces points de mesure. Ce que l'on veut absolument éviter, c'est d'avoir affaire à un incident. Alors, on peut classer les incidents de délivrabilité en quatre catégories. Tout d'abord,
on a les mauvaises ou la mauvaise catégorisation des emails. Puis, on a la mise en spam, le blocage à l'entrée et finalement la bête noire qui est la liste noire. On va expliquer chaque point à part. Alors, on va commencer par la mauvaise catégorisation des emails. Donc, dans la plupart des messageries, certains emails sont classés comme importants ou prioritaires, alors que d'autres seront rangés dans une ou plusieurs boîtes annexes. Par exemple, la boîte promotion dans Gmail. Dans certains cas, vos emails peuvent être livrés dans la mauvaise boîte carrément et ce sera le cas par exemple des confirmations d'achat qui doivent normalement arriver en boîte prioritaire ou en boîte promo. Deuxième point, la mise en spam. C'est sans doute l'incident le plus répandu. Au lieu que vos emails soient livrés en boîte de réception, ils sont catégorisés comme spam par la messagerie. Troisième point, le blocage à l'entrée. Donc, la situation plus grave que la mise en spam, quand vos emails sont purement et simplement rejetés, même pas acceptés par le serveur de destinataire ou le serveur de destination, pardon. Alors, dans ce cas, vous devriez normalement recevoir une erreur de type block bounce. Quatrième point, la liste noire. Alors, si votre adresse IP ou si votre nom de domaine sont référencés par une liste noire, cela peut potentiellement conduire à un blocage complet de vos emails. Quelle que soit la messagerie, nous reviendrons dans le chapitre 5 sur les listes noires et vous dirons quelles sont celles qui ont une importance déterminante. Alors ici, avant de vous présenter les principaux indicateurs de performance de la délivrabilité, il est important de comprendre la notion de destination en délivrabilité. Alors, cette notion que nous avons déjà utilisée dans les 2 chapitres précédents, de regrouper les adresses d'email en fonction de l'opérateur de messagerie. Pour faire simple, passons par un court exemple. Alors, imaginons une liste des 10 adresses email. Toutes ces adresses sont fictives pour l'exercice. La première adresse, on a j.dupont@live.fr. La deuxième adresse, marie.vv@orange.fr. La deuxième, Lucas, zbugi@outlook.com. Puis on a omaris@wanadoo.fr. Puis on a jwendu@yahoo.fr. lelarepo@neuf.fr. Puis on a cocotte-minute@msn.com. Puis on a Justin Time ou justintime@acfr.fr. gigilamo@hotmail.com. Puis on a cocochechat@email.com. Alors, sur ces 10 adresses email, on voit que l'on a 10 domaines différents. Par contre, certains domaines appartiennent aux mêmes entreprises et utilisent donc les mêmes filtres anti-spam et les mêmes scores de réputation. Microsoft, par exemple.
Il comprend live.fr, outlook.fr, msn.com et hotmail.com. Orange comprend orange.fr et wanadoo.fr. Yahoo, quant à lui, comprend yahoo.fr et ymail.com. Et puis SFR, donc, qui comprend 9.fr et sfr.fr. Deuxième partie, comment analyser les performances de livraison. Premièrement, en utilisant le taux de bounce. Alors, les bounces avec les ouvertures sont l'un des indicateurs les plus précieux en délivrabilité. Le calcul du taux de bounce est comme suit. On prend le nombre de bounces qu'on divise par le nombre d'emails envoyés tout simplement. Alors, ils peuvent indiquer un blocage ici dû à une mauvaise réputation ou à un volume d'envoi trop élevé, ou encore une qualité de base médiocre. Alors, ciblage d'adresse, comme on a dit tout à l'heure, ciblage d'adresse inactive ou adresse mal qualifiée non opt-in. Alors, avoir un aperçu des taux de bounce par destination peut vous permettre très rapidement de savoir quand et sur quelle destination vous avez un blocage à l'entrée. Alors, deuxièmement, on peut utiliser donc le taux d'ouverture par destination. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent vous indiquer un incident, le taux de bounce par exemple. Le taux d'ouverture est le plus important et le plus fiable en même temps. Si du jour au lendemain, votre taux d'ouverture vers les destinataires Microsoft, Hotmail, Live, MSN, Outlook, comme on a vu, etc., alors baisse de moitié, alors que les autres destinations restent stables. C'est que vous avez un problème de livraison chez Microsoft. Et sur le schéma, on peut voir donc un exemple d'un taux d'ouverture sur une semaine. On peut voir donc la couleur rouge qui représente Google, la couleur verte qui représente Microsoft, le jaune qui représente Orange, etc. Ici, on a avec le trait en pointillé, donc on a la moyenne entre les trois. Le taux d'insatisfaction. Nous avons donc consacré tout un chapitre entier au taux d'insatisfaction. Il n'y a pas besoin de vous refaire un topo complet sur le sujet. Et ce qui est intéressant ici avec le taux d'insatisfaction, c'est principalement de pouvoir identifier les typologies de campagnes ayant un impact négatif sur votre réputation d'expéditeur. Et donc, pour résumer ce troisième chapitre, les 4 points importants qu'on a vus sont tout d'abord, on peut classer les incidents de délivrabilité en 4 catégories. Mauvaise catégorisation, mise en spam, le blocage à l'entrée et finalement la liste noire. Deuxièmement, on a vu
que la destination en délivrabilité est le regroupement de plusieurs domaines utilisant la même structure anti-spam ou la même infrastructure anti-spam. Troisième point, on a vu que le taux de bounce par destination permet d'identifier un blocage à l'entrée. Quatrième point, que le taux d'ouverture par destination permet d'identifier une mise en spam ou un blocage à l'entrée. Donc, dans le prochain chapitre, nous verrons quelles sont les pratiques à adopter afin d'éviter les incidents de délivrabilité. La délivrabilité est un savant ou comme on a vu, comme on a dit, un savant mix entre bonne configuration technique et qualité des interactions avec vos destinataires. Nous avons choisi de mettre le focus sur 5 bonnes pratiques qui vous permettront d'avoir de bonnes bases lorsque plus tard vous serez confronté à un besoin d'optimisation de votre délivrabilité. Le premier point est résolument technique. Alors, les deux suivants croisent technique et pratique marketing. Les deux derniers sont clairement orientés marketing. Donc, tout est toujours entremêlé en délivrabilité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, on va commencer par authentifier correctement nos emails. Alors, l'email, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né en 1982. Bon, dans les faits, on va dire, dans les faits, c'est le protocole SMTP qui est né en 1982. Mais nous n'allons pas entrer à ce point ou dans les détails. Alors, 1982, c'était il y a une éternité à l'échelle de la technologie. Rendez-vous compte, c'est 8 ans avant l'intervention du World Wide Web, bien sûr. Donc, à l'époque, les utilisateurs d'Internet ne sont encore qu'une poignée et personne ne pense à ce moment aux usages détournés auxquels pourraient servir ces technologies. Alors, si bien qu'à l'origine, tout le monde pouvait prendre l'identité de n'importe qui pour envoyer un email sans être en infraction par rapport aux règles du protocole ASMTP. Alors, près de 40 ans plus tard, on se rend tout de suite compte que si n'importe qui peut envoyer un email au nom de PayPal, ça peut faire de très gros dégâts. C'est pourquoi tout au long de l'histoire de l'email, plusieurs technologies successives sont venues renforcer l'identité de l'expéditeur afin d'éviter les abus. C'est ce qu'on appelle l'authentification. Alors normalement, les routeurs modernes ne vous laisseront pas envoyer un seul email depuis leur plateforme sans que les 3 principales techniques d'authentification aient été correctement configurées par vos soins. Alors, ces 3 techniques requièrent bien sûr d'ajouter des informations au niveau de votre serveur DNS, l'annuaire qui permet de relier un nom de domaine à l'adresse physique d'un serveur. Donc, parlons tout d'abord de l'authentification SPF, Standard Policy Framework. SPF est une norme d'authentification permettant de réduire les risques d'usurpation d'identité. Alors, avec SPF, vous déclarez les adresses IP et les serveurs
ayant le droit d'envoyer des emails pour un domaine donné. Par exemple, ici, on peut voir donc un exemple. Je vous laisse le temps de le lire et l'observer attentivement. Ici, on a une présentation schématique de l'authentification SPF. Donc, le nom de domaine qui aurait cet enregistrement, SPF autoriserait Mailjet, SendGrid, Outlook.com et une autre adresse IP à émettre des emails en son nom. L'authentification d'AKIM ou d'EKIM. Alors, Domain Case Identified Mail est une norme d'authentification permettant de réduire les risques d'usurpation d'identité. Des teams utilisent un système de signature afin de s'assurer que l'email envoyé n'a pas été altéré durant son transport vers le destinataire. Et on peut voir sur cette image donc une présentation schématique de l'authentification des teams. On a l'identification des marques. Alors, les marques Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. C'est en anglais, bien sûr. Donc, c'est une technologie permettant de surveiller les problèmes liés à l'authentification des emails et à l'usage abusif des noms de domaine phishing. Alors, des marques s'appuient sur les systèmes d'authentification SPF et d'EKIM pour en tirer deux éléments. Alors, tout d'abord, la possibilité d'indiquer au serveur destinataire ce qu'il doit faire avec les emails qui ne seraient pas conformes à SPF et DKIM. Recevoir des alertes en cas de non-conformité ou d'absence d'authentification comme deuxième point. Et sur l'image, on peut voir la présentation ou une présentation schématique de l'authentification des marques. Deuxième partie de ce chapitre, donc comment choisir entre une IP dédiée ou une IP partagée. Alors l'architecture de routage, quel domaine et quel IP pour quel type d'email, est un élément important de la délivrabilité. En fonction de vos besoins, vous pourrez établir votre stratégie de routage selon plusieurs critères. Alors, ces critères tournent majoritairement autour de la notion de risque, notion qui peut prendre deux acceptions très différentes. La première, c'est une partie de votre trafic qui peut être risquée. Deuxièmement, une partie de votre trafic est cruciale pour votre activité. Expliquons chaque point à part. Alors, une partie de votre trafic est risquée, c'est-à-dire votre business ou votre pratique marketing sur une partie de votre trafic sans que vous avez une mauvaise réputation sur certaines typologies d'envoi. Vous risquez d'infecter les autres typologies dans ce cas.
de votre trafic est crucial pour votre activité. C'est-à-dire, sur une partie de votre trafic, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des incidents de délivrabilité. Alors, certaines typologies d'envoi sont hautement stratégiques pour vous. Dans ce cas, vous allez probablement vouloir les isoler afin de les protéger. Je vous présente ici donc un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients en fonction du type d'adresse IP. On peut voir à gauche donc les IP dédiés avec les plus et les moins ou les avantages, les inconvénients. À droite, on a les IP mutualisés avec bien sûr ses ou leurs points positifs et leurs points négatifs. Commençons donc par les IP dédiés. On a tout d'abord la réputation dédiée, la possibilité de souscrire à un service d'accréditation comme point positif ou comme avantage. Et comme inconvénient des IP dédiés, on a tout d'abord le processus de chauffage des IP, puis on a l'envoi journalier recommandé, et comme troisième inconvénient des IP dédiés, on a le volume constant requis. Alors, concernant les IP mutualisés cette fois-ci, comme avantage, on n'a que moins de contraintes sur les volumes et la fréquence d'envoi. Puis, on a un avantage qui est tous les clients configurés sur ce pool partagés travaillent pour construire la réputation. Et comme inconvénient des IP mutualisés, on a tout d'abord un client pourrait impacter négativement la réputation d'une ou de toutes les IP et que aucune possibilité de souscrire à un programme d'accréditation. Ici donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, avoir une IP dédiée n'est pas le Graal de la délivrabilité. Au contraire, si vous faites ce choix, vous aurez seul la responsabilité de vous construire une réputation sur celle-ci. On a la collecte des adresses de qualité. Tout d'abord, favoriser les sources de collecte de qualité. Alors, il existe de nombreuses méthodes pour collecter ces adresses email ou des adresses email généralement. Alors, comme on l'a vu au début de cette formation, certaines sont plus qualitatives que d'autres. En collectant des adresses de qualité, vous allez être capable de diminuer les plaintes, réduire le nombre de spam traps et augmenter les ouvertures, augmenter les clics, stabiliser les désinscriptions, etc. Donc, autant de résultats qui sont bons pour votre réputation d'expéditeur. Et donc ici, privilégiez des adresses collectées lorsque vos clients passent commande, donc les inscriptions spontanées à votre newsletter, le téléchargement de contenu, etc. Donc à l'opposé, bannissez l'achat et l'échange de fichiers d'adresse email. Oui, le fait de conserver les ressources de collecte. Donc, si vous collectez vos adresses via différentes sources, conservez celles-ci dans votre base de données. Cela vous permettra de vérifier les performances de chacune d'entre elles et le cas échéant, d'écarter les moins qualitatives et de privilégier celles présentant les meilleurs résultats.
Le point suivant, c'est envisager le double opt-in. Alors, le double opt-in consiste, après une inscription, à envoyer un email de confirmation demandant une validation de cette inscription. Si le destinataire ne valide pas son inscription, il n'est simplement pas inscrit et ne reçoit pas donc vos messages. Alors, ce type de mécanique est obligatoire dans certains pays comme euh, en Allemagne, par exemple, oui. Et donc, il permet ou elle permet de s'assurer que la personne qui a validé un formulaire est bien celle qu'elle prétend être, tout simplement. Donc, le double opt-in est aussi un très bon moyen de vous protéger de certains types de spam traps. Troisième partie de ce chapitre, donc cibler principalement des destinataires actifs. Donc, permission marketing, ou bien en anglais on dit permission marketing, is the privilege, not the right, of delivering anticipated, personal and relevant message to people who actually want to get them. C'est Seth Godin qui a dit ça. Donc la traduction française dit que le permission marketing est le privilège et non le droit de délivrer des messages anticipés, personnels et pertinents aux personnes qui souhaitent réellement les recevoir. Alors, on ne va pas faire la liste de tous les signaux qui influent positivement sur la réputation, mais une chose est claire, c'est qu'il faut pour ça satisfaire à leurs attentes. Par contre, une fois que l'on ne satisfait plus à leurs attentes, donc ils se lassent et progressivement cessent de réagir à vos messages. Les inactifs constituent un important danger pour votre réputation. Ils peuvent à la fois héberger des spam traps, mais font aussi descendre l'ensemble des indicateurs liés à l'engagement. Alors, plutôt qu'inactifs, on pourrait d'ailleurs les appeler désengagés. Et donc, gérer correctement les inactifs, c'est devenu l'objectif principal de toute optimisation de la réputation. Mécaniquement, en réduisant la portion d'inactifs sans ou dans vos envois, votre réputation va s'améliorer. Bon, évidemment, cela va prendre un certain temps, mais mécaniquement, si les inactifs augmentent, votre réputation va certainement commencer à baisser. C'est logique. Donc, gérer correctement les inactifs, comme on a dit, c'est devenu l'objectif principal de toute optimisation de la réputation. Alors, bien souvent, on définit arbitrairement qu'un destinataire n'ayant plus ouvert ou cliqué dans un de vos emails euh, peut être considéré comme inactif, mais c'est arbitraire. Régulièrement, il faudra se limiter aux ouvreurs ou bien cliqueurs de moins de 3 ou 4 mois pour faire remonter une réputation aux abois. Dans certains secteurs d'activité, ces limites sont impossibles à respecter et on sera alors plutôt autour de 12 mois pour fixer la limite. Et à la fin de ce chapitre, donc pour le résumé, comme on a pris l'habitude de faire, donc comme on a vu, 3 points ou 4 points importants à retenir. Tout d'abord, authentifiez vos emails pour éviter l'usurpation d'identité.
Deuxièmement, travaillez votre identité d'expéditeur afin de ne pas ressembler à un spammeur. Deuxièmement, collectez des adresses de qualité et envisagez le double opt-in ou le double opt-in en anglais. Alors, finalement, et quatrièmement, oui, alors ciblez principalement des destinataires actifs. Dans le prochain chapitre et le dernier, nous tenterons de comprendre quelles sont les différences entre les messageries.